Emmanuelle Richer est une femme de descendance franco-vietnamienne qui est professeure agrégée de sciences politiques à l'Université de Windsor. Sa recherche examine la politique constitutionnelle au Canada avec comme thèmes principaux les droits linguistiques et la modification constitutionnelle. Emmanuelle, alors, là, c'est une longue liste impressionnante, je dois dire. Emmanuelle est vice-présidente du Conseil scolaire public de langue française Viamonde et représente en son sein le district des sexes à titre d'élu. Et elle est également présidente et membre du comité d'experts des droits. Ça a changé. Oh, ça a changé. Vice-présidente? Non, je l'étais, mais je ne le suis plus. Elle était présidente et membre du conseil d'experts des droits en matière de langue officielle du programme de contestation judiciaire du Canada. Au niveau communautaire à Windsor, Emmanuelle est impliquée avec French Avenir North America, Appelle-moi Canada et le Club Richelieu. Bienvenue, Emmanuelle. Merci, Laurent. Alors, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous ce matin. J'aimerais remercier les organisateurs pour ce colloque qui porte sur un sujet qui est très pertinent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'avenir des conseils scolaires élus et plus particulièrement de l'affaire Québec contre ISBA et ses, en fait, je devrais dire QSBA, et ses répercussions sur les droits des communautés de langues officielles. Alors ici, je vous donne un bref aperçu de ma présentation. Je vais tout d'abord commencer avec une brève discussion du contexte. Ensuite, je vais résumer les grandes lignes de la décision. Et enfin, je vais parler de l'impact de la décision sur les droits scolaires. OK, alors débutons avec le contexte. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à travers le pays, on est en train de remettre en question la pertinence des conseils scolaires élus. Les gouvernements provinciaux cherchent simultanément à réduire les coûts et à augmenter l'efficacité des systèmes scolaires. On veut également centraliser le pouvoir au niveau ministériel et on constate également qu'il y a une diminution de la participation à la démocratie scolaire. Donc, dans plusieurs provinces, on a proposé des réformes qui viennent affaiblir la démocratie scolaire et porter atteinte aux communautés de langues officielles. En 2018, il y a la Nouvelle-Écosse qui décide d'abolir tous les conseils scolaires anglophones. Le conseil scolaire acadien provincial qui dessert la minorité francophone se voit donner la possibilité de continuer à exister. Mais ce qu'on voit, c'est que dès cette année, tous les conseils scolaires élus en Nouvelle-Écosse vont être remis sur pied. En 2020, comme vous le savez, le gouvernement du Québec adopte la loi 40 qui transforme les commissions scolaires élues en des centres de services scolaires dirigés par des conseils d'administration. Mais pour la minorité anglophone, il y a la possibilité de maintenir une certaine représentation élue et ceci sera le sujet de ma présentation aujourd'hui. En 2021, on a le Manitoba qui tente également d'abolir les conseils scolaires élus, mais qui doit reculer en raison de l'opposition publique. Et plus récemment, en 2023, l'Ontario a adopté la loi 98 qui élargit considérablement les pouvoirs du gouvernement provincial sur les conseils scolaires dans le but d'uniformiser la prestation
de l'Éducation et de renforcer la reddition de comptes. Alors, ceci m'amène à vous parler de l'affaire Québec contre QESBA. Donc, tel que mentionné, la Coalition Avenir Québec adopte en 2020 la loi 40, soit la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire. Et cette loi est immédiatement contestée devant les tribunaux par la communauté anglo-québécoise. On avance que la loi contrevient au droit de gestion et de contrôle de la communauté anglophone en vertu de l'article 23 de la Charte. Le gouvernement, oui, alors, en août 2020, la Cour supérieure du Québec ordonne le sursis de l'application de la loi. Le gouvernement porte cette ordonnance en appel, mais sans succès. En 2023, la Cour supérieure entend l'affaire sur le fond et rend un jugement favorable à la communauté anglophone. Et oh, le gouvernement interjette appel devant la Cour d'appel du Québec qui rend sa décision le mois dernier. Alors, parlons de la décision. Certainement, il s'agit d'une décision historique en faveur de la minorité anglophone du Québec. En effet, la Cour d'appel du Québec a décidé d'adopter une approche large et générale pour interpréter le droit de contrôle et de gestion qui est protégé à l'alinéa 23.3b de la Charte. Et il s'agit d'une décision complexe avec beaucoup d'éléments. Alors, étant donné les contraintes de temps, je vais me limiter à un bref survol des principaux éléments, mais je serai heureuse d'en discuter davantage lors de la période de discussion. Bon, une question centrale de l'arrêt portait sur la composition des conseils scolaires, non, excusez-moi, la composition des conseils d'administration des centres de services scolaires créés par la loi 40. Alors, de prime abord, la Cour a établi que c'est l'ensemble de la minorité linguistique qui détient le droit exclusif de contrôle et de gestion du système scolaire anglophone au Québec. Dès lors, plusieurs dispositions législatives de la loi 40 ont été jugées anticonstitutionnelles car elles limitaient ou décourageaient la participation des membres de la minorité linguistique dans la gouvernance des centres de services scolaires, ou elles permettaient à des personnes non membres de la communauté de gouverner les centres de services scolaires. Et ici, je liste les éléments contestés qui ont été reconnus comme anticonstitutionnels par la Cour d'appel du Québec. Alors, tout d'abord, le fait que des postes sur le conseil d'administration soient réservés à des parents d'élèves. En effet, la minorité linguistique ne se limite pas à des parents qui ont des enfants dans le système. Le fait qu'il y ait désormais des exigences d'éligibilité pour les membres siégeant sur le conseil d'administration qui représentent la communauté. Par exemple, la loi 40 exigeait qu'au moins une personne ait des compétences en finance ou en comptabilité. Aussi reconnu comme anticonstitutionnel, le fait que la loi 40 abolisse la rémunération des membres des conseils d'administration des centres de services. Le fait que seuls des parents puissent être considérés pour les postes de présidence et de vice-présidence des centres de services. Et enfin, le fait qu'un membre de l'administration puisse siéger sur le conseil d'administration d'un centre de services scolaires. L'arrêt aborde également le transfert important de pouvoir de gestion et de contrôle du système éducatif de la minorité linguistique anglophone au profit du ministre et de ses employés des centres de services scolaires. Alors, la Cour stipule que le rôle de porte-parole des commissions scolaires ne peut être conféré à l'administration,
c'est un rôle qui revient aux représentants de la communauté, car seuls les représentants de la communauté peuvent exprimer les besoins et les préoccupations de la communauté. Même chose concernant le plan d'engagement vers la réussite, qui est en fait le plan stratégique des commissions scolaires. C'est seulement la communauté minoritaire et non les fonctionnaires qui peuvent déterminer les besoins, orientations, cibles et objectifs à atteindre. De plus, le gouvernement ne peut pas donner des enveloppes budgétaires dédiées à des objectifs particuliers, car ceci représente de la microgestion et vient miner le droit de gestion et de contrôle de la minorité. Le seul élément sur lequel il y a eu une défaite, c'est qu'on demandait un droit de consultation de la minorité linguistique pour tout projet de loi affectant les droits scolaires, mais la Cour d'appel du Québec a refusé d'octroyer ce droit. Et je vais en parler plus tard. Donc, quel est l'impact sur les droits scolaires? De toute évidence, l'arrêt fait beaucoup pour la représentation de la minorité linguistique. Elle confirme que les conseils scolaires élus des communautés de langues officielles ne peuvent pas être abolis. Elle suggère aussi qu'une mise en tutelle par la majorité des conseils scolaires élus de la minorité peut être problématique sur le plan constitutionnel. Alors, s'il devait y avoir une mise en tutelle, celle-ci devrait être assurée par des membres de la communauté minoritaire, selon moi. Par ailleurs, comme le démontre l'arrêt, les provinces doivent mettre en place des mesures qui empêchent des personnes non membres de la communauté minoritaire de voter pour les conseils scolaires de la minorité. Présentement, les provinces n'ont pas mis en place des systèmes pour bien identifier les électeurs et les électrices pour les élections scolaires de la minorité. En Ontario, par exemple, les électeurs et les électrices sont automatiquement mis sur la liste du système scolaire public anglophone. Alors, les provinces, selon moi, devraient réviser leurs pratiques en la matière. De plus, il est important que les candidats et les candidates aux élections scolaires soient membres de la communauté minoritaire. Et on sait en Ontario, par exemple, que plusieurs candidats et candidates qui ne parlaient pas français ont été certifiés pour les élections scolaires francophones. Alors, les provinces vont également devoir revoir leurs pratiques en la matière. Enfin, l'arrêt soulève des questions quant à la rémunération des conseillers et des conseillères scolaires en milieu minoritaire. On sait en Ontario, par exemple, que les conseillers et les conseillères font en moyenne, sont rémunérés beaucoup moins que leurs contreparties anglophones. Et ceci s'explique par le fait qu'ils représentent moins d'élèves. Toutefois, on sait que la charge de travail est la même. Alors, ceci a pour effet de décourager les membres de la minorité de se présenter aux élections. On voit qu'il y a plusieurs conseillers et conseillères scolaires qui sont élus par acclamation et il y a des districts dans lesquels on compte aucune candidature. Donc, la question est-ce que la faible rémunération des conseillers et des conseillères contrevient à la Constitution? Ceci est une question à laquelle nous devrons répondre. L'arrêt peut aussi avoir des répercussions importantes sur l'étendue du droit de gestion et de contrôle pour les communautés de langues officielles. Tel que préalablement expliqué, la nouvelle jurisprudence ne permet pas que des enveloppes budgétaires dédiées à des objectifs particuliers soient mises en place. Or, nous savons que c'est une pratique courante pour les gouvernements provinciaux de mettre en place de telles enveloppes budgétaires. Par exemple, on va mettre en place des fonds spécifiques pour la santé mentale ou des fonds spécifiques pour la participation des parents en milieu minoritaire. Et en effet, les provinces cherchent à mettre en œuvre des priorités en éducation autres que des exigences pédagogiques.
Par ailleurs, la Cour d'appel du Québec a stipulé que les gouvernements provinciaux n'avaient pas l'obligation de consulter les minorités linguistiques pour des projets de loi impliquant l'éducation dans la langue de la minorité en vertu de l'article 23. Et ceci veut dire qu'il peut être difficile pour les communautés de langues officielles de prévenir des violations de l'article 23. Le seul recours disponible pour les communautés de langues officielles est d'attendre que leurs droits soient violés et ensuite de contester ces violations en cours. Toutefois, on sait que les litiges sont coûteux et longs. Et dans l'attente d'une décision judiciaire positive, il peut y avoir une période importante durant laquelle la province contrevient à l'article 23. Enfin, il y a certaines questions constitutionnelles qui ont été soulevées dans le cadre des litiges, mais la Cour a décidé de ne pas y répondre puisqu'elle a jugé que ces questions étaient de nature théorique. La première question portait sur la possibilité pour un gouvernement de fixer des cibles portant sur l'administration, l'organisation ou le fonctionnement des conseils scolaires. Et on sait aussi que ceci est pratique courante ailleurs au Canada. Un bon exemple est la loi 98 en Ontario, qui standardise l'évaluation des directions d'éducation au sein des conseils scolaires. La deuxième question théorique avait trait à la possibilité d'un ministre d'annuler une décision prise par un conseil scolaire élu. Je ne peux pas penser à un exemple de ceci, mais cela dit, ces deux questions théoriques pourraient faire l'objet de recours judiciaires dans le futur. Donc, le gouvernement du Québec n'a pas encore signifié son intention de porter en appel le jugement, mais il est certain que ce n'est pas la fin des recours judiciaires portant sur le droit de gestion et de contrôle. Merci.